Vous n'allez peut-être pas me croire, mais nous ne sommes pas au fin fond du Far West, non. Nous sommes dans les Bardenas Reales, en Espagne. Les Bardenas correspondent à un territoire de près de 42 000 hectares situé en Espagne, au sud-est de la région de Navarre. Habitée dès le Moyen-Âge pour le pastoralisme, la zone est également à l'époque un repère de bandits, dont le plus célèbre d'entre eux, Sanqui Corrota, qui vécut au XVe siècle, est surnommé le roi des Bardenas. En 1951, et malgré les protestations des locaux, une base de l'armée de l'air espagnole est implantée au cœur de la région. Cela n'empêchera tout de même pas le tourisme de se développer dans les années 80, si bien qu'en 1999, le gouvernement de Navarre y crée un parc naturel qui sera classé un an plus tard comme réserve de la biosphère par l'UNESCO. Mais les paysages des Bardenas n'attirent pas que des touristes. En effet, les décors désertiques ont servi de lieu de tournage à de nombreux films et séries, comme pour Cartel de Ridley Scott, sorti en 2013, et non, il n'y a pas de guépard dans les Bardenas, mais aussi L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam en 2018, ou encore dans la saison 6 de Game of Thrones, où les Bardenas servent de décor à la mer d'Otrak. Maintenant, faisons un petit état des lieux. Les Bardenas se situent dans un environnement qualifié de semi-aride, avec une pluviométrie annuelle de 350 mm et une température moyenne annuelle de 13 degrés. La région peut être découpée en 3 zones distinctes. D'abord, au nord, El Plano, qui correspond à des terrasses alluviales élevées de la rivière Aragon et où on trouve de nombreuses cultures, surtout de céréales. Au sud, on trouve la zone de La Negra, constituée de strates horizontales calcaires formant des cuestas, c'est-à-dire des plateaux légèrement inclinés, dont les talus sont recouverts de pins et où le sol est de couleur sombre, d'où le nom. Enfin, au centre, on trouve la dépression de La Blanca, où les sols blanchâtres, très peu épais et siège de nombreuses ravines, donnent aux Bardenas leur aspect désertique. Maintenant, la question qui se pose et à laquelle on va tenter de répondre dans cette vidéo, c'est comment ces paysages se sont-ils formés ? Donc en fait, au début du Miocène, il y a genre 20 millions d'années, tous les Bardenas, c'était le bassin d'avant-pays des Pyrénées. Donc en fait, le bassin que tu as en bout de chaîne, et donc qui va récupérer toutes les eaux de ruissellement qui vont s'écouler sur les Pyrénées. Elles vont atterrir dans ce bassin. Et donc à l'époque, tu avais plutôt un climat de marécage et de lac. Et donc tu as des sédiments qui se déposent avec ces eaux de ruissellement. Et avec leur propre poids et le temps, ça va former des roches. Il y a environ 10 millions d'années, le bassin finit par s'ouvrir vers la Méditerranée. Les lacs et les marécages vont donc laisser place à des rivières qui vont commencer à éroder les formations formées précédemment. C'est cette phase érosive qui va donner naissance aux plateaux calcaires observables dans la zone de La Negra. Plus tard, et une fois la dépression de La Blanca creusée par les rivières, l'Aragon et l'Èbre en l'occurrence, celles-ci vont déposer des sédiments sur leur passage, pour former au fil du temps ce qu'on appelle des terrasses alluviales. Aujourd'hui, ces matériaux peu cohérents et donc facilement érodibles, oui je sais c'est un mot bizarre mais j'ai vérifié c'est bien ça, vont pouvoir être remobilisés par les eaux, ce qui va aboutir à la formation de ravines faisant jusqu'à 8 mètres de profondeur sur des longueurs atteignant 10 km, pour déboucher ensuite sur le cours actuel de l'Èbre qui s'écoule maintenant à l'ouest des Bardenas. Pour résumer, on a donc eu par le passé des lacs et des marécages où se sont formées des roches, lesquelles ont par la suite été érodées pour former une grande dépression. Dans cette dépression, les rivières s'y écoulant ont déposé des matériaux formant des terrasses alluviales, qui à leur tour ont été érodées pour former les paysages visibles aujourd'hui. L'érosion par l'eau est donc le principal facteur influençant la formation des Bardenas, mais son importance dépend de la nature de la roche. Les reliefs isolés, bien visibles dans la dépression centrale, forment ce que l'on appelle des buttes témoins. Leur présence est caractéristique du phénomène d'érosion différentielle. Le sommet des buttes est constitué de roches dures, résistantes à l'érosion, comme du calcaire ou du grès, tandis que les flancs, situés donc sous la couche dure, sont composés de roches facilement érodibles, comme des marnes ou des argilites. La couche de roches dures protège les roches sous-jacentes de l'érosion et entraîne la formation de buttes témoins, comme par exemple celle de Castil des Tierras, que l'on surnomme parfois lorsqu'elles ont cette forme des cheminées de fée. À l'heure actuelle et dans l'ensemble de la région, le maximum d'érosion survient à la fin du printemps et au début de l'automne.
C'est lors de ces périodes que se forment de violents orages, entraînant des pluies intenses sur une courte période de temps qui vont avoir une capacité d'érosion très importante. Lors de ces événements, 2 facteurs prépondérants vont jouer sur l'érodibilité des couches, la présence d'argile gonflante et la quantité d'ion sodium Na+. En fait, les argiles gonflantes, en présence d'eau, elles vont pouvoir gonfler et en absence d'eau, elles vont se rétracter. Donc c'est un phénomène de retrait-gonflement et qui va créer des fentes de dessiccation. Et en fait, s'il pleut sur ces fentes de dessiccation, l'eau elle va pouvoir s'infiltrer plus facilement et donc éroder plus facilement. Et ça, c'est un phénomène qu'on appelle le piping. Et en fait, le Na+, il va juste augmenter cet effet de retrait-gonflement. Et donc, plus on a de Na+, plus on va avoir de retrait-gonflement et donc plus on va éroder facilement la couche en question. En été et en hiver, les pluies sont liées au cyclone atlantique et l'érosion est négligeable car il ne pleut que très peu. Néanmoins, et c'est surtout le cas en hiver, il est quand même possible lors de ces périodes d'éroder les sols, cette fois sous forme de coulées de boue qui restent visibles dans le paysage. Les pluies vont être assez faibles mais sur une durée plus longue. Et ce qui va se passer, c'est que le sol il va progressivement s'enrichir en eau. L'humidité du sol va augmenter progressivement. Et comme on est en hiver, la température est basse, donc on a peu d'évapotranspiration. Donc cette humidité, elle continue à monter jusqu'à atteindre la limite de plasticité du matériau. Et dans la région, on a des pentes parfois assez fortes. Ce qui fait qu'une fois que notre matériau a dépassé sa limite de plasticité, avec une pente assez forte, ça va donner des coulées de boue. Et ça aussi, ça va participer à l'érosion du paysage. Pour terminer, il faut bien comprendre que l'érosion constitue une forme de dégradation des sols et que cela soulève des enjeux importants tant du point de vue de leur qualité agronomique que de la sécurité des habitants et des infrastructures. À l'échelle mondiale, les principaux facteurs d'érosion sont l'eau, comme au Bardenas, mais aussi le vent. Et cette érosion est favorisée par beaucoup de facteurs anthropiques, comme l'artificialisation et donc l'imperméabilisation des sols, la déforestation ou certaines pratiques agricoles et culturales comme le labourage ou le surpâturage. En Espagne, 53% des sols sont affectés par des taux d'érosion élevés, soit supérieurs à 5 tonnes par hectare par an. Au Bardenas, entre 1993 et 2007, des taux d'érosion ont été estimés entre 32 et 77 tonnes par hectare par an. Dans un contexte de changement climatique, avec des événements pluvieux extrêmes qui vont devenir de plus en plus fréquents, les Bardenas apparaissent alors comme un territoire fragile qu'il nous faut préserver. J'espère que la vidéo vous a plu, moi j'étais trop content d'aller sur le terrain. J'en ai d'autres de prévus, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez des sites dont vous aimeriez qu'on parle. Sinon, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram. Et pour terminer, vous pouvez aussi me soutenir directement sur Tipeee. Allez, sur ce, ciao!